Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un hors-série du Parisien consacré au Paris du Moyen-Âge est actuellement dans les kiosques. On y découvre une étrange capitale sur les pas de Laurent Deutsch. Et Franck Ferrand en y a fait son livre ou son magazine de chevet. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ne vous moquez pas, c'est un numéro magnifique, très richement illustré, bourré de plans, d'images en 3D, truffé d'anecdotes, ce qu'on pourrait appeler de la belle et bonne histoire populaire. Pour le moment, je vous propose de revivre un épisode dramatique de l'histoire parisienne, l'organisation de la résistance aux envahisseurs 1 sous la houlette de Geneviève, la Sainte Geneviève des Parisiens. Nous allons parler d'elle et puis de tous les Parisiens au Moyen-Âge juste après le récit, en compagnie d'un des plus grands historiens de la capitale, Michel Carmona, qui nous fait l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. À propos Anissa, Oui. Laissez la ferromobile au garage, puisque cet après-midi, nous circulons en char à bœuf. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ah, nous partons loin dans le passé cet après-midi, en 429. Je dis bien en 429, la bourgade de Nanterre, sur les bords de la Seine, un petit peu en aval de Lutèce, reçoit deux hôtes de marque. Ce sont deux évêques, Germain l'Auxerrois et Loup de Troyes. On est dans une période tout à fait troublé, bien entendu. L'Empire romain est déjà très affaibli, il a été complètement démembré par un certain nombre d'invasions barbares, et les évêques chrétiens incarnent le pouvoir du moment, un pouvoir en pleine ascension, auquel la société gallo-romaine a tendance à s'accrocher, surtout bien sûr dans les villes où le christianisme est le plus implanté. Or il se trouve qu'à Nanterre, on est dans une bonne cité chrétienne. Aussi, la population se montre fervente autour des deux prélats, qui sont donc là de passage, disons. Parmi la foule, une petite fille blonde de 6 ou 7 ans. Elle s'appelle Geneviève. Germain l'Auxerrois, qui est connu pour sa clairvoyance, remarque cette petite fille. Il la distingue comme ça au milieu des gens. En tout cas, c'est ce que nous rapporte la chronique, inutile de vous dire. Sans doute qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. Sa piété, son charisme sont probablement déjà un peu remarquables. Germain s'approche donc de la petite fille, il la bénit, et si l'on en croit le récit hagiographique, il va dire à ses parents, deux riches notables de Nanterre donc, « Heureux parents, qui avez donné le jour à une enfant si respectable. Elle sera vénérée et grande devant le Seigneur. Admirant sa vie et sa conduite, beaucoup s'éloigneront du mal. » Si vous voulez mon avis, je ne suis pas persuadé que Germain d'Auxerre ait exactement dit ça et dans ces termes, mais c'est en tout cas le récit qu'on nous en fait dans la géographie. Germain revient parler avec la petite fille et on dit que c'est à ce moment-là que le chemin qu'elle devait suivre lui a été révélé. Ne pas se marier, consacrer sa vie au message de l'Évangile. Cette petite Geneviève, on va la retrouver une dizaine d'années plus tard. C'est devenu une adolescente, évidemment. Elle a bien revêtu le voile des vierges consacrées à Dieu. Et maintenant que ses parents sont morts, eh bien, elle rejoint, à quelques heures de marche de Nanterre, Lutèce. Lutèce où vit sa marraine, autour de la célèbre île de la cité. Celle-ci, la marraine, va s'occuper du patrimoine foncier de Geneviève, ce qu'elle a hérité de ses parents, si vous voulez. Un arrangement qui doit lui permettre, peut-on penser, de consacrer son temps à ses dévotions et à un certain nombre d'activités charitables qui, à l'époque, sont très importantes. Lutèce n'est plus la ville qu'elle a été il y a quelques siècles. Les divagations des peuples barbares ont poussé un certain nombre des habitants à se replier justement sur l'île fortifiée de la cité, le plus possible à l'abri. C'est Joël Schmitt qui nous le raconte. Geneviève s'installe dans la petite maison de sa marraine au milieu de l'île, confinée dans 2 pièces où la lumière est chichement distribuée, respirant un air nauséabond dû à la promiscuité des habitants serrés sur quelques hectares. Ceux-ci, jadis, étaient installés sur la rive gauche de la Seine, avec ses larges voies, ses thermes, son forum et ses arènes, seuls monuments encore intacts et transformés en casernes encore retranchées ou fortifiées, au milieu de petites habitations sans confort.
Geneviève acquiert sans doute assez vite une certaine réputation dans son entourage, dans son voisinage. On parle d'elle, de cette jeune vierge aux habitudes simples et qui étonne forcément ses voisins. L'argent qu'elle reçoit de l'exploitation de ses terres, immédiatement, elle le redistribue, elle se lie facilement, elle essaie de venir en aide à ceux qui en ont besoin, mais tout ça évidemment ne plaît pas à tous. Il y a les mauvaises langues qui sont là, des suspicions finissent par naître. Oh, cette générosité, ça doit bien cacher quelque chose. La rumeur de la calomnie commence à gonfler, nous dit Joël Schmitt. Les mauvaises langues se délient, elles jacassent de plus belle lorsqu'on s'aperçoit que Geneviève a ses entrées au sein du conseil de la ville, qu'on la reçoit comme une femme digne de considération et qu'elle donne beaucoup d'argent à la caisse de la cité. Est-ce que ce serait pour endormir les édiles ? Alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que tout ce que va faire, tout ce que va dire Geneviève devient matière à soupçon. Certains rappellent les origines franques de la frêle Geneviève, de là à penser qu'elle travaillerait en fait pour un ou l'autre des peuples barbares en cours d'invasion, ces peuples avides de se partager les lambeaux de l'Empire romain. Il n'y a qu'un pas, et certains le franchissent allègrement, ce pas-là, croyez-moi. Et ça va loin. Geneviève est carrément menacée, physiquement. Il en faudrait peu pour que ça dégénère. Et pourtant, elle tient bon malgré les vents contraires, elle continue de mener sa vie comme elle l'entend, et voilà qu'en 447, Germain l'Auxerrois effectue de nouveau une visite dans la région, il passe par Lutèce. L'enfant de Nanterre est resté dans sa mémoire, entre parenthèses, vous imaginez, elle l'a marqué cette petite fille. Il est surpris par les racontars qu'on lui rapporte sur Geneviève, et comme plus de 20 ans auparavant maintenant, au moment où il la revoit, il est impressionné par sa figure, par son charisme, par sa foi visible, palpable. Et dès lors, il va, Germain, manifester publiquement son soutien à Geneviève. Mais alors que des épreuves terribles s'annoncent pour Lutèce, on peut dire que les médisances à l'encontre de Geneviève ne sont pas taries. Elles vont même bientôt se raviver. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors nous sommes à Lutèce cet après-midi grâce à vous Franck. Nous sommes à la toute fin de l'Antiquité, plus précisément dans les années 440. Nous suivons le destin d'une jeune fille d'une vingtaine d'années nommée Geneviève. Elle a choisi de consacrer sa vie à Dieu et elle devient par sa charité, par son aura, un personnage très important de la ville. Important, oui. Elle est même parfois incomprise et controversée. Alors avant de savoir quel destin attend Geneviève, je me demande quand même, Lutèce à l'époque, c'était déjà une ville importante ? C'est une ville, semble-t-il, fondée par les Romains. Alors je ne vais pas entrer dans la fameuse polémique, vous savez, est-ce que Lutèce a été fondée ou simplement reprise par les Romains? Bref, toujours est-il que la ville a eu son heure de gloire. Ce n'est pas une ville très importante, si vous la comparez à Lyon par exemple, c'est une petite ville, mais elle est très bien placée sur un fleuve. Elle peut être facilement défendue grâce à cette île centrale. Comme tant d'autres villes, on peut dire que cette Lutèce paie un tribut à la dislocation progressive de cette puissance romaine qui est en train de s'en aller en charpie. L'insécurité règne, les échanges commerciaux sont profondément déstabilisés et à l'époque de Geneviève, ces menaces-là ne font que s'accroître, bien entendu. Elles atteignent même une intensité extrême au moment où on apprend qu'un peuple va venir jouer les troubles fêtes. Il arrive d'Europe orientale, il se lance dans une grande offensive envers l'Occident. On ne peut plus se faire une idée aujourd'hui de la terreur que ça devait susciter, ce genre de choses. Mais les Huns, c'est ce peuple qui arrive d'Asie centrale, qui est en train de faucher littéralement les régions qu'il traverse, avec à sa tête le célèbre Attila. Nous avons consacré un certain nombre d'émissions à Attila, personnage passionnant à bien des égards. En tout cas, il arrive à la tête de plusieurs centaines de milliers d'hommes, disent les chroniqueurs. Ça paraît un peu exagéré, mais en tout cas, l'armée qui est avec lui, armée de cavaliers, est extrêmement nombreuse et extrêmement mobile. L'avantage psychologique d'Attila, c'est que son irrésistible avancée en Gaule a été précédée, si je puis dire, de récits qui ont terrorisé les populations. Donc ça, c'est très pratique pour un envahisseur. À Lutèce, l'angoisse des habitants est palpable. Beaucoup essaient déjà de s'enfuir. C'est l'exode, littéralement. Et Geneviève dit aux habitants, mais non. Restez, elle insiste, il faut demeurer à l'abri des remparts de l'île de la Cité.
elle comprend probablement que les Huns vont éviter Paris. Comment est-ce qu'elle peut le savoir? Est-ce qu'elle a des visions? Est-ce qu'elle a une intuition, un sens politique? Et là, bon, toujours est-il qu'elle est sûre d'elle, alors que la panique, par ailleurs, est vraiment très, très forte. Et on doute de Geneviève, bien sûr. Joël Schmitt le précise, je le cite. Les prêtres eux-mêmes se détournent d'elle et commencent à entasser les trésors de l'église Saint-Étienne sur des barques que les nautes ont amarrées au port et où les magistrats, les artisans, les commerçants s'installent avec leurs biens. Une agitation fiévreuse anime les berges de la Seine où tous essaient d'embarquer pour fuir vers l'ouest. On se bouscule sans ménagement, des gens tombent à l'eau et se noient. Geneviève a plus de succès avec les femmes de la ville qu'avec les hommes. Et un certain nombre de femmes vont décider de rester, de se réfugier aux côtés de Geneviève dans la prière. Il devient difficile, évidemment, pour certains hommes de s'en aller en laissant leur propre épouse, mère, sœur, etc. La situation est très tendue, vous le comprenez, c'est plus que tendu, hein. C'est une panique généralisée. Geneviève est violemment prise à partie, elle est attaquée, on dit même qu'elle reçoit des coups au visage, vous voyez quand même, on tente de se saisir d'elle. Si on devait faire une série télé de ça, ce seraient des scènes, je pense, d'une grande violence en fait. Ça ne se passe pas uniquement par les mots, cette affaire. Dans Le Parisien, dans ce numéro spécial, Claude Pomereau raconte « Certains habitants veulent lapider Geneviève. Un archidiacre venu d'Auxerre s'interpose, les admoneste en leur affirmant que Geneviève est une élue de Dieu. » Toujours cette dimension-là, bien sûr, qui l'accompagne et qui la soutient. C'est comme ça qu'elle va sans doute échapper de peu à une mort probable. Sa stratégie l'emporte. Les Lutétiens, en tout cas tous ceux qui ne sont pas déjà partis, vont décider de se retrancher. Et maintenant, ils attendent des nouvelles. Où est Attila? Où sont les Huns? Est-ce que la horde va déferler sur Lutèce? Les Huns ne se sont en vérité pas jetés sur la ville de Lutèce. Ils sont descendus un peu plus au sud, vers Orléans. Et c'est là que l'armée des Romains et des Visigoths, commandée par le célèbre Aëtius, les a forcés à reculer, les a pris en chasse jusqu'à la bataille tellement décisive, bataille en Champagne, qu'on appelle la bataille des Champs Cataloniques, et qui va être décisive dans cette affaire. Depuis Lutèce, évidemment, on ne sait pas ce qui se passe. C'est très difficile d'avoir des nouvelles. La ville est terrorisée. On oscille entre des moments de confiance et des moments de grand abattement. Les gens sont là, au mur, qui guettent, qui tremblent, qui prient dans une forme de ferveur très particulière. Et finalement, après une attente interminable et beaucoup de bruit contradictoire, la confirmation tombe. Attila a été vaincu. Geneviève avait raison. Désormais, les Huns ne menaceront plus Lutèce. Geneviève a bien fait de ne pas céder et d'exhorter ses concitoyens à la patience et à la prière. Les Lutétiens peuvent maintenant librement lui manifester leur reconnaissance, eux qui, il y a quelques jours encore, étaient bien près de l'assommer. Ils lui manifestent d'autant plus leur reconnaissance qu'ils n'ont pas fini, contrairement aux apparences, d'avoir besoin d'elle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors grâce à vous, Franck, cet après-midi, nous faisons connaissance avec Sainte Geneviève. On la connaît, on sait qu'elle est la patronne de la ville de Paris. Mais là, vous nous racontez son histoire et on vient de voir, grâce à vous, Franck, qu'elle a réussi, ou en tout cas grâce à ses intuitions, à combattre Attila. Elle avait raison. Et elle est maintenant très respectée, vous imaginez, parce qu'elle a eu raison. C'est toujours pareil. Hein. Il faut prouver. Si le contraire était advenu, on ne parlerait pas d'elle, tout simplement. Pauvre. Elle aurait disparu dans les limbes du temps. Son nom est devenu désormais célèbre, on lui associe de nombreux miracles au fil des années. Elle aurait réussi par la force de la prière à éloigner le mauvais temps, à libérer un homme du démon, à guérir toutes sortes de maladies. Elle se consacre beaucoup à la charité, plus que jamais. Et pas seulement, après la mort de sa marraine, elle va hériter de nouvelles terres, elle doit donc gérer ces terres en grand nombre, et elle le fait avec une grande autorité, hein. C'est une remarquable propriétaire.
Et par ailleurs, Geneviève, du fait de sa réputation et de sa position à part, a acquis une certaine importance dans le domaine de la diplomatie, disons. Dans les décennies qui suivent la défaite des Huns, elle a l'air d'être mieux placée que d'autres pour tisser des liens avec Mérové et puis avec son fils Childéric, qui sont des souverains païens, des francs saliens, un peuple qui contrôle un territoire assez important, juste là, aux portes de Lutèce, si je puis dire, juste au nord de Lutèce. Donc, elle s'entend avec les Francs. Cette relation paraît d'autant plus stratégique que l'Empire romain a fini par disparaître. 476 après Jésus-Christ, c'est la fin de l'Empire romain. Les Francs sont des acteurs essentiels en Gaule. Ils vont bénéficier du vide. On dit que la nature a horreur du vide, mais la culture plus encore. Et bien sûr, les visées des Francs sur Lutèce se font de plus en plus claires. Geneviève va avoir fort à faire avec le successeur de Childéric. Il s'appelle Clovis. C'est lui qui accède au pouvoir chez les Francs en 481. Alors, évidemment, il est plein d'appétit, ce jeune souverain. Geneviève, elle, ne se laisse pas impressionner. Elle ne désespère pas de convaincre Clovis d'embrasser le christianisme. Et il n'a pas l'air de se presser pour autant de lui faire ce plaisir, et ce même après son mariage avec une princesse chrétienne, Clotilde. C'est toute la grande question de l'arianisme, du christianisme orthodoxe et d'une façon générale de l'avenir religieux de tous ces peuples qui vont décider de l'avenir de l'Occident. C'est très intéressant et très important. Alors, Clovis a placé sous sa coupe un certain nombre de territoires très proches de Lutèce et finalement, il met le siège devant Lutèce, un siège dans un premier temps assez relâché mais qui petit à petit va se durcir. Les habitants se retranchent à nouveau dans leur île et la crainte de voir les réserves de la ville s'amenuiser devient vraiment très sérieuse et même obsédante. Si l'on en croit l'histoire, sans doute en partie légendaire, Geneviève, qui maintenant est devenue très âgée, va de nouveau prendre elle-même les choses en main. Alors que la nuit est tombée sur Lutèce, elle monte sur un bateau et accompagnée d'autres embarcations, elle s'engage en toute discrétion sur la Seine en direction de l'Est, donc elle va remonter le cours. De façon étonnante, elle parvient à tromper la vigilance des Francs. Elle arrive comme ça jusqu'à Melun. C'est le début d'une véritable expédition en quête de provisions. Et quand elle revient à Lutèce, j'allais dire les bras chargés, mais les flancs de ces embarcations chargées de nourriture, son exploit permet d'envisager l'avenir sous un jour meilleur. La ville maintenant est prête à résister. Lutèce va pouvoir être ravitaillée à plusieurs reprises. Clovis, finalement, est un peu dégoûté par toute cette histoire. Il décide que, tant pis, il remettra sa conquête à plus tard. Et de toute façon, le souverain a d'autres batailles à mener. Et l'une d'elles va être décisive. Vous savez que c'est la bataille contre les Alamans, un peuple germanique, en 496 à Tolbiac. C'est au cours de cette célèbre bataille que on dit que Clovis a eu sa révélation d'une certaine manière. Il en appelle au Dieu des chrétiens et finalement, comme il gagne la bataille, eh bien, il va se convertir. En fait, la conversion au christianisme est beaucoup plus politique et beaucoup plus intelligente que ça, mais c'est la légende, bien sûr. Pour Geneviève, le choix de Clovis est une satisfaction profonde et cette fois, on peut dire que Geneviève n'a plus de raison de se méfier des Francs et de Clovis. Alors elle va leur ouvrir toutes grandes les portes de Lutèce. Joël Schmitt le raconte, il gagne aussitôt l'ancien palais qu'habitaient jadis les empereurs Julien et Valentinien au milieu du IVe siècle. Il en fait la résidence officielle de son royaume franc, élevant ainsi Lutèce devenue Paris à la dignité de nouvelle capitale. Geneviève, qui est septuagénaire face au souverain de 30 ans, peut regarder avec sérénité l'œuvre accomplie par ses soins. Elle aura assuré, sans trop de trouble, la transmission des pouvoirs entre la Rome déchue et la jeune puissance des Francs. C'est ça le secret, c'est ça la force et la valeur de Geneviève, c'est qu'elle a assuré la transition entre un empire romain complètement écroulé et un royaume franc pas encore intégralement constitué. Pendant la suite du règne de Clovis, on verra Geneviève à ses côtés, elle devient une sorte de conseillère, de figure éminente. Elle va continuer de consacrer toutes ses forces à Paris et aux Parisiens, puisque maintenant on peut les appeler ainsi, et après avoir fait élever une basilique à Saint-Denis, donc au nord de la ville, elle participe avec Clovis et Clotilde à la création d'une nouvelle basilique qui, elle, est carrément dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul sur un promontoire de la rive gauche, la future montagne
Sainte Geneviève. Ben voilà, nous y sommes. Si l'on en croit la légende, l'infatigable protectrice de Paris va mourir 1 an après Clovis, au tout début de l'année 512. Et à ce moment-là, si l'on en croit les auteurs, elle aurait 88 ans. On peut dire que Geneviève a fait son temps, mais sa légende, elle, est en marche. Bonjour Michel Carmona, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons repartir de Geneviève et à partir d'elle, traverser, si je puis dire, le Moyen-Âge parisien. Il y a tellement de choses à découvrir. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire de Sainte Geneviève qui va nous emmener au cœur de l'histoire de Paris au Moyen-Âge. Alors vous recevez cet après-midi pour aller plus loin Franck Michel Carmona, il est historien, auteur de l'histoire d'une capitale de Lutèce au Grand Paris, paru aux éditions La Martinière. Alors nous allons essayer de circonscrire notre pérégrination historique dans le Moyen-Âge. Michel Carmona, il y a déjà beaucoup à dire. Que reste-t-il aujourd'hui de Geneviève, de Sainte Geneviève à Paris ? Est-ce qu'elle a laissé des traces, si je puis dire ? Elle a laissé 2 traces. D'abord, la fondation de la basilique Sainte-Geneviève. Elle n'était pas dédiée à Sainte-Geneviève. Il n'y avait pas le culte de la personnalité chez elle. Mais elle était dédiée au Saint Pierre et Paul. Et puis, c'est devenu la basilique Sainte-Geneviève petit à petit. Dont l'héritier est le Panthéon et dont il reste oui, parce que ce qu'on appelle le Panthéon, c'était quand même l'église Sainte-Geneviève. C'était l'église Sainte-Geneviève, tout à fait. Et c'est la Révolution, naturellement, qui l'a laïcisé en faisant le Panthéon. Et c'est resté le Panthéon. Alors, il est resté d'elle, d'autre part, bien son corps. Et son corps, ses reliques, comme on dit de façon plus pieuse, a été enfermé dans un beau sarcophage avec beaucoup de bijoux, avec de l'or, de l'argent. On savait faire à cette époque, extraordinaire. On savait faire. On savait enterrer les gens. Tout à fait. Alors, ne parlons pas des déplacements du reliquaire, parce qu'à certains moments de danger, il y en avait sans arrêt pour Paris. On préférait enlever le reliquaire pour le mettre à l'abri. Mais le reliquaire est bien en place en 1793. Et nous sommes à ce moment-là au cœur de la Révolution, en pleine terreur. Et la décision est prise de détruire ce témoignage de l'idolâtrie. Et le cercueil est donc emporté et il est brûlé. Bon, la Révolution passe, Napoléon arrive et... Puis, on décide à ce moment-là bien de rendre à Sainte-Geneviève les hommages qu'on peut lui rendre. Donc, on fabrique de nouveau un cercueil. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le cercueil ? Les cendres ont disparu. Mais il se trouve qu'un certain nombre de morceaux du corps de Sainte-Geneviève avaient été envoyés par piété à des églises ou des abbayes. On avait un peu dispersé les reliques. Dispersées en province. Alors évidemment, on demande à ces églises, abbayes de faire preuve de civisme. On a récupéré ce qu'on pouvait. On récupère ce qu'on peut. Alors il y a un avant-bras, il y a quelques morceaux d'os, etc. Et donc il y a quand même un témoignage physique de la présence de Sainte-Geneviève. Et tout cela se trouve à Saint-Étienne-du-Mont. Magnifique église, qui est une magnifique église. Et il y a aussi la célèbre statue de Landowski. Alors elle se trouve, je disais, à l'entrée du restaurant La Tour d'Argent, mais vous me dites, oui, plus exactement, au bout du pont de la Tournelle. Au milieu du pont de la Tournelle, qui n'est pas bien grand, donc on est à quelques mètres de la Tour d'Argent. C'est effectivement une sculpture hommage à Sainte-Geneviève, au pied de la montagne, enjambant la Seine. Et vous l'avez dit vous-même, elle regarde l'Est, évidemment, elle regarde les Huns. Mais elle regarde les Huns, elle regarde également la partie de la Seine qu'elle a parcourue plusieurs fois pour aller chercher des vivres pour secourir Paris. Et Landowski, le conseil municipal, quand ils ont décidé de l'emplacement, effectivement traduisent de manière très, très fidèle cette partie de la vie et de l'apport de Sainte-Geneviève à la ville de Paris. Même si la statue, elle, est très art déco. Elle est très stylisée, très belle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bon, effectivement, c'est le style de l'époque. Oui, il y a une autre statue, alors celle-là tout à fait
officielle dans le jardin du Luxembourg. Dans le jardin du Luxembourg, il y a des statues de femmes. Qui sont ces femmes? Ce sont des reines, et puis ce sont des femmes illustres. Et Sainte-Geneviève est là. Alors c'est la plus illustre des illustres. La plus illustre des illustres. Et elle a sa statue au milieu des autres. Je ne suis pas persuadé que tous les Parisiens savent aujourd'hui que Sainte-Geneviève est la patronne de Paris. Il y a la bibliothèque Sainte-Geneviève, bien entendu, mais puis il y a toute la colline qui porte son nom. La colline, Franck, la montagne. La montagne, pardon. Non, oui, c'est le terme qu'on doit employer. Oui. Pour les Parisiens, c'est la montagne pour l'histoire des Parisiens. Mais effectivement, Sainte-Geneviève est très, très, très présente. Bon, enfin, nous sommes devenus tellement républicains, tellement laïcs. Qu'on a presque oublié Sainte-Geneviève. On en a quand même parlé pendant 3/4 d'heure cet après-midi. Alors, nous allons la laisser, si vous voulez bien, cette Sainte-Geneviève, et non pas monter, mais descendre le cours de l'histoire, essayer de montrer toute l'eau qui est passée sous les ponts de Paris au fil des siècles d'un Moyen-Âge, qui a connu tous les rebondissements, tous les coups de théâtre. Quelle histoire que celle de Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous visitons Paris à travers l'histoire cet après-midi sur Europe 1 avec Michel Carmona, votre invité. Franck, il est historien et auteur de l'histoire d'une capitale, de Lutèce au Grand Paris, paru chez La Martinière. Et vous qui n'êtes pas encore tout à fait historienne, mais qui êtes en train de le devenir, Anissa, vous me faisiez remarquer très justement que Sainte-Geneviève est aussi la patronne des gendarmes. Alors, elle a marqué la transition entre le bas empire romain et les tout débuts de la monarchie franque, cette Sainte-Geneviève. Pendant toute la période mérovingienne, Paris joue un rôle éminent quand même. C'est une capitale, une petite capitale, Michel Carmona? C'est une petite ville, mais c'est quand même une capitale. C'est une capitale, incontestablement. C'est très important. Oui. Il y a effectivement toute une série de souverains mérovingiens qui ont siégé à Paris, qui ont rayonné autour de Paris. Bon, le dernier mérovingien, l'histoire, l'historiographie, les images. Nous ont fait des rois fainéants. Voilà, on en fait les rois fainéants. C'est pas entièrement faux. Disons qu'ils n'ont pas marqué l'histoire, en tout cas. Ils n'ont pas marqué l'histoire, mais sous ces rois fainéants, il y a eu quand même une paix relative et le commerce a pu reprendre. Et la meilleure preuve, c'est que sous les Mérovingiens, puis sous leurs successeurs, les Carolingiens, Paris a commencé à sortir de l'île de la Cité. Comme souvent dans les périodes de grande décadence, il y en a qui en profitent. Et là, en l'occurrence, ce sont les Pépinides, la famille de Pépin le Bref, qui en profitent pour prendre le pouvoir. Et c'est une renaissance extraordinaire, ce qu'on appelle la renaissance carolingienne. Oui. Tout à fait. Alors, à l'époque carolingienne, l'empereur lui-même ne siège plus à Paris. Non. L'empereur a 2 capitales. Il a Rome, puisqu'il restaure l'Empire. Et bien sûr, il est censé restaurer le vieil Empire. Date importante dans l'histoire des Carolingiens. Il est couronné empereur par le pape, mais il a une deuxième capitale qui est plus commode pour lui sur le plan géographique, qui est Aix-la-Chapelle. Et donc Paris est complètement à la périphérie à l'époque de Charlemagne. Paris ne s'en porte pas plus mal, puisque Charlemagne, de toute manière, apporte la paix aux régions dans lesquelles se situe Paris, et la ville progresse et grandit. Elle va prendre plus d'importance quand l'empire de Charlemagne va être découpé, dépecé, en 3 morceaux. Et oui. Parce qu'il y a d'un côté l'Allemagne qui s'en va suivre son destin, et il y a à l'ouest la Francie occidentale, et entre les deux, il y a la Lotharingie, ça donne Lorraine, et c'est un immense territoire qui va depuis la Hollande jusqu'à l'Italie, en passant justement par la Lorraine, l'ancien cœur de l'Empire. Et donc la Francie de l'Ouest, qui va devenir tout simplement la France, a Paris comme capitale. Et le découpage de l'Empire de Charlemagne donne une énorme impulsion au rôle politique, administratif, économique de la petite ville qui cesse d'être devenir petite. Alors dit comme ça, on a l'impression que tout va bien et que la Seine coule clairement, enfin la Seine ou l'Yonne, on revient toujours sur cette même ce débat. Coule tranquillement au milieu de Paris. Le problème, c'est que de l'autre côté, remontant le cours du fleuve, arrivent les fameux Vikings, les
normands. Mais Et oui. ça va être terrible pour les Parisiens, bien Oui, sûr. la Seine, elle coule pour tout le monde. Et il y a des gens qui la remontent facilement avec des bateaux Les dracars, très oui. fins, les dracars, et qui arrivent, ce sont les invasions normandes, ce sont les Vikings. Alors, il y a toute une série d'épisodes dans les relations entre les Vikings et les Parisiens. Il y a des moments où, ça se passe pas trop mal, il faut quand même payer leur passage aux Vikings pour qu'ils laissent Paris tranquille et qu'ils s'en aillent piller d'autres villes, parce que c'est ça le but de la manœuvre, c'est laisse-moi tranquille et va t'occuper des richesses des autres. Et puis il y a malgré tout des moments où à Paris des administrateurs vont refuser de laisser passer les Vikings et disent non, on résiste, on barre le passage, on est solidaire des villes voisines et bien si vous n'êtes pas content, essayez de nous capturer. Et c'est ainsi qu'il va y avoir deux sièges, un surtout qui est resté très célèbre dans tous les écrits de l'époque, à la fin du IXe siècle, où l'on va voir des prodiges de bravoure opposer 12 valeureux Parisiens aux centaines de milliers Des de espèces Vikings. de héros. Hein. Oui, mais ce sont Et en des face, c'est héros. l'armée des Vikings Et enfin, qu'ils oui. arrivent à tenir en échec pendant un moment, en tout cas. Mais pendant un moment, en tout cas, on tient en échec parce qu'on barre par des chaînes, la remontée du fleuve. Alors ça paraît dérisoire, mais le fait qu'il y ait des chaînes, ça empêche les bateaux de remonter. Finalement, les 12 héros périssent et les Vikings finissent par passer. Le roi, d'ailleurs, décide de traiter avec les Vikings. Il aurait pu le faire plus tôt. Mais Il va leur y a donner eu au cette fameuse passage. province qui va devenir la Normandie. Hein. Il leur donne la Normandie. Et 911. les gens qui se sont distingués dans la défense de Paris, c'est en particulier un personnage qui s'appelle Eudes le Fort Et voilà. et qui va Le être le comte fondateur, le fondateur de la dynastie, la 3e dynastie, C'est-à-dire les qu'après Capétiens. après les Mérovingiens Après. et les Carolingiens, Et les- c'est bien parce qu'en même temps, en faisant l'histoire de Paris, on révise notre histoire. Voilà, exactement. Arrivent donc les Capétiens, du nom d'Hugues Capet, qui va fonder la nouvelle dynastie, élu par les barons de France à Reims. Le problème d'Hugues Capet, c'est que son domaine n'est pas spécifiquement parisien et qu'il ne s'installe pas à Paris, lui, en fait. Il circule autour, en fait. Il circule. Son domaine va, grosso modo, de Senlis à Orléans. Et ce qui est la raison de ces déplacements, c'est pas tellement la politique, c'est pas tellement les nécessités de l'ordre, c'est surtout la nourriture. À l'époque, on n'élève pas des vaches ou des moutons pour leur chair. Alors comment est-ce qu'on se procure la viande ? Eh bien, il faut chasser. Et donc, on cherche les forêts. Les forêts, il n'y en a pas à Paris même. Il y en a un certain nombre autour de Paris. Ils sont pas Vincennes spécialement... Oui, Vincennes. Il y a Fontainebleau. Il y a les forêts de Versailles, Compiègne. Marly. Et puis, il y a surtout, plus au nord, les forêts de Senlis, de Chantilly, etc. Et tout à fait au sud, les forêts d'Orléans, du Loiret. Et c'est les raisons pour lesquelles ce sont les deux extrémités des domaines royaux qui sont les pôles d'attraction. Et voilà. En particulier Senlis, où il y a une nécropole royale. Donc il y a un certain nombre de rois qui se sont établis là-bas, qui y sont restés, et y compris pour leur vie éternelle. En tout cas, Paris n'est effectivement pas la capitale, mais Paris est le centre de la vie économique Et voilà. qui n'intéresse pas la Il y vie a marchande. la corporation des nautes. Les hein, il faut- nautes, ce sont les bateliers. C'est ça. Hein. Le terme de naute est tellement plus noble. C'est plus joli à dire, beaucoup mais, plus mais joli. c'est des bateliers, en fait. Mais en fait, c'est les Des bateliers. transporteurs fluviaux. Les transporteurs fluviaux qui font beaucoup de bénéfices parce qu'ils transportent des denrées alimentaires et tout le monde a besoin de manger. Ce sont des bateaux qui n'ont pas une très belle allure, ils sont pas effilés comme les dracars, ils sont assez ronds, mais ils ont l'avantage de pouvoir emporter des charges importantes et l'avantage d'avoir un tirant d'eau, c'est-à-dire une profondeur très faible, le plus souvent 80 Donc ça passe cm, partout. 1 mètre, donc ça passe partout. Parce que faut pas s'imaginer la Seine comme elle est non. aujourd'hui. Bien drainée, bien Aujourd'hui, elle était dessinée. bien. À l'époque, elle s'étale. Et elle s'étale en particulier sur la rive droite, où elle a laissé un souvenir
dans le nom des quartiers de Paris, le Marais. Bien le sûr. Marais. Avec Mais en toutes sortes dehors de du petits Marais, filets il y avait d'eau d'autres partout, bien rivières, sûr, ouais. effectivement, qui circulaient. Et ce Paris, c'est une petite ville avec ses problèmes de propreté, par exemple, de nettoiement. Les seules brigades de nettoyage qu'il y ait, c'est les cochons. Oui. Décidément, il y a toutes sortes de bestioles dans les rues de Paris cet après-midi. Dans un instant, nous allons parler des grands murs qui, successivement, les enceintes qui ont dessiné Paris et qui ont en quelque sorte ponctué son extraordinaire expansion. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de la ville de Paris avec effectivement actuellement en kiosque un hors-série du Parisien qu'il faut absolument vous procurer si vous aimez l'histoire et que vous aimez Paris. Ce hors-série est consacré au Paris du Moyen-Âge avec Laurent Deutsch comme guide et justement vient de nous rejoindre en studio Jean-Marie Montali qui est directeur adjoint de la rédaction du Parisien et aujourd'hui en France. Bonjour Jean-Marie Montali, bienvenue dans cette émission. Il est très beau ce numéro. J'allais dire, il fait feu de tout bois. Il utilise tous les moyens, que ce soit la 3D, les cartes, les frises, les anecdotes, l'illustration de toutes sortes, pour donner envie d'entrer dans cette ville du Moyen-Âge. On a l'impression d'y être. Alors d'abord, merci. C'est vrai qu'il est très beau, on en est très content. Et c'est vrai qu'on utilise tous les moyens parce qu'on a envie de prendre le lecteur par la main et de l'emmener. Voilà, on l'emmène en promenade dans Paris. Et vous parliez tout à l'heure de Paris. Évidemment, aujourd'hui, quand on se promène dans Paris, ça n'a rien à voir avec le Paris du Moyen-Âge. Les rues, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, vous reprenez dans un grand chapitre qui s'appelle 1000 ans d'histoire, 10 grandes dates du Paris au Moyen-Âge. Alors, on va voir si nous ne nous sommes pas trop trompés, cher Michel Carmona. 451, Sainte-Geneviève face à Attila. Jusque-là, c'est bon. 488, le siège du royaume de Clovis. On en a dit un mot. Les Normands à Paris en 885. Ça aussi, nous l'avons évoqué. Et puis alors, 1190, le Louvre sort de terre. Ça, c'est très important. C'est toute la question des forteresses qui vont, notamment à l'approche de la guerre contre les Anglais et bientôt de la guerre de 100 ans, ces forteresses qui vont essayer de défendre Paris, notamment du côté de l'Ouest. Ah, c'est un moment qui m'est très cher. N'est-ce pas, hein? C'est Philippe Auguste C'est qui, à ce moment-là, est devenu roi. Et le duc de Normandie est un voisin incommode parce qu'il est duc et donc il a comme suzerain le roi de France. Mais ses domaines sont à peu près 7 fois plus étendus que ceux du roi de France et donc il souffre beaucoup. Et alors par ailleurs, il est roi en Angleterre mais il n'est pas roi en France. Et il se passe quelque chose qui devient alors redoutable pour la dynastie naissante des Capétiens. C'est le fait que le père de Philippe Auguste a épousé en premières noces Aliénor d'Aquitaine. Et puis, ils n'ont eu ensemble que 2 filles. Il fallait un héritier mâle. Donc, le père de Philippe Auguste a décidé de divorcer d'Aliénor d'Aquitaine. Et qu'a fait Aliénor ? Elle s'est remariée avec le duc d'Anjou, Henri II Plantagenet. Après avoir été reine de France, elle devient reine d'Angleterre, bientôt en tout cas. Voilà, donc ça devient effectivement extrêmement grave. C'est seulement à son 3e mariage que Philippe Auguste est enfin venu combler les vœux de son père. Et il est devenu d'ailleurs à cette occasion d'abord régent, ensuite roi, très jeune, à l'âge de 14 ans seulement, parce que le père était devenu un peu sénile. Et donc la cour, les barons se sont dit attention, avec sa sénilité n'importe quoi. Il va devoir défendre sa capitale en fait. Alors, il y a la question des Normands. Dans un premier temps, il décide de se rapprocher d'eux. Après tout, c'est pas la peine de leur faire la guerre. D'autant plus qu'il est très copain, on va le dire, avec le fils de Henri II Plantagenet, qui va devenir roi lui aussi, et qui est le fameux, l'illustre grand Richard Cœur de Lion. Et voilà. Alors ils sont tellement intimes qu'il y a des mauvais bruits qui courent sur leur relation. On va laisser ça de côté. Mais enfin, l'intimité n'empêche pas que Philippe Auguste est obligé de manœuvrer parce que sa mère se prénomme Adèle, et elle est Adèle de Champagne. Or, la maison de Champagne déteste plus que tout les Normands. Alors, quand Philippe Auguste se rapproche de Richard Cœur de Lion, sa mère dit qu'elle craint pour sa sécurité, qu'il complote, qu'il veut l'empoisonner, s'enfuit même de Paris. Voilà l'ambiance lorsque le pape vient
intervenir et dit écoutez, maintenant ça suffit, il siffle la fin de la récréation car il faut partir pour la croisade. Alors, racontez-nous l'enceinte de Philippe Auguste, qui donne à Paris la forme d'un cœur. Hein, c'est ce que je me rappelle, c'était André Castelot qui soulignait toujours cet aspect-là. C'est vrai que l'enceinte a la forme d'un cœur, une grande pointe autour du quartier latin sur la rive gauche, et puis la partie plus arrondie sur la rive droite. Sur la rive droite. Eh bien, c'est la croisade qui donne naissance à cette enceinte. Parce que Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste vont partir tous deux séparément pour la croisade. Mais ils se détestent. Ils sont rivaux et Philippe Auguste a peur de ce qui peut se passer pendant qu'il sera absent en Terre Sainte. Or, il a d'autant plus de raison d'avoir peur que Henri Plantagenet, le père de Richard Cœur de Lion, a construit une énorme forteresse à Gisors. Et Gisors, 60 km, c'est une menace directe. Et il décide donc d'enfermer d'abord la rive droite dans un mur, la rive gauche, ça viendra plus tard, et pour protéger si je peux dire, le flanc qui est face à Gisors, c'est-à-dire l'entrée de la Seine, la grosse tour du Louvre, une forteresse carrée, et au milieu, la grosse tour. Parce que nous avons l'image d'un Louvre qui est devenu un palais de ville tout à fait classique, qui a été totalement transformé sous les rois Bourbons. Mais avant, ça a été une énorme forteresse qui était là, à l'ouest de Paris, pas encore englobée dans des murs qui, sous Charles V, alors là, vont englober largement le Louvre. C'est la deuxième grande forteresse. C'est la deuxième grande fortification. Donc ça, c'est le Paris de Charles V. Voilà. C'est l'emplacement des actuels boulevards, en gros, hein, c'est ça à peu près ? Oui, tout à fait. Et là encore, grâce à la forteresse du Louvre, on avait un point d'appui très solide pour pouvoir tendre des chaînes. Toujours les chaînes. Pour empêcher, le cours du fleuve. En fait, on ne souligne jamais assez à quel point cette Seine, ce fleuve est central dans l'histoire même de Paris. C'est la Seine ou Lyon qui a forgé Paris et qui a fait son histoire d'une certaine manière, et pas seulement à travers la corporation des nautes dont nous parlions tout à l'heure. Alors, grâce à ça, nous avons quand même enjambé allègrement la guerre de 100 ans, puisque j'ai fait exprès d'avancer vers Charles V, là vous avez vu. On est presque au bout maintenant du Moyen-Âge, on va arriver vers la fin du Moyen-Âge. On pourrait se dire, c'en est fini de l'histoire médiévale de Paris. Oh là là, non, pas du tout, parce qu'en fait, cette histoire, elle ne fait que commencer. Les grands épisodes vont avoir lieu au XVe et même jusque dans les débuts du XVIe siècle.